Chapitre 16. Les îles du Soleil Noir. Aitutaki émergea de l'obscurité au 9e jour, alors que la nuit touchait à sa fin. Une île basse, bordée de lagons turquoises, parsemée de cocotiers qui se balançaient dans la brise tropicale. Vue de loin, elle ressemblait à un paradis. Lex savait qu'elle était tout sauf ça. Le Santa Maria avait jeté l'ancre à 3000 nautiques, hors de portée des patrouilles. Un canot pneumatique les avait amenés jusqu'à une crique isolée sur la face nord de l'île, là où la jungle descendait jusqu'à l'eau et où les récifs coralliens rendaient l'approche difficile pour les grands navires. « On a 4 heures avant le lever du soleil », murmura Victoria, en vérifiant sa montre. « L'avant-poste est à 2 kilomètres à l'est. 6 gardes, rotation toutes les 6 heures. »« Comment tu sais tout ça ?» demanda Isabella, méfiante comme toujours. « Mon contact, sur Rarotonga. Il a risqué sa vie pour nous transmettre ces informations. » Victoria sortit un croquis de sa poche. L'avant-poste est une ancienne station de radio reconvertie. Il l'utilise comme relais de communication et comme base pour les patrouilles maritimes. Il y a toujours au moins 2 bateaux amarrés au quai. Lex étudiait le croquis à la lueur d'une lampe voilée. Les artefacts pesaient dans son sac, leur présence plus intense depuis qu'ils avaient approché des îles, comme s'ils savaient qu'ils rentraient chez eux. On neutralise les gardes, on prend un bateau, on file vers Rarotonga, résuma-t-il. Simple. Rien n'est jamais simple avec l'ordre, dit Isabella. Elle vérifia son pistolet, glissa un couteau supplémentaire dans sa botte. Mais c'est le plan. Ils progressèrent à travers la jungle sans un mot. Isabella ouvrait la marche, ses sens de contrebandière en alerte maximale. Victoria suivait, son appareil photo remplacé par un Webley. Lex fermait la marche, conscient de chaque bruit, de chaque ombre. La jungle polynésienne était différente de celle du Yucatan ou de l'Amazonie. Moins dense, plus aérée, mais tout aussi traître. Des racines surgissaient de nulle part, des branches basses fouettaient les visages. Et partout, cette quiétude oppressante que seuls les tropiques savent créer. Ils atteignirent l'avant-poste en 1 heure. C'était un bâtiment bas, rectangulaire, construit en béton avec un toit de tôle ondulé. Une antenne radio s'élevait à une extrémité. 2 projecteurs balayaient paresseusement le périmètre, mais leurs opérateurs semblaient plus intéressés par leur partie de cartes que par la surveillance. 2 à l'entrée, dit Isabella. 2 dans la tour de guet. Les 2 autres doivent être à l'intérieur. Les bateaux ? Là-bas. Elle pointa vers le quai, à peine visible entre les palmiers. 2 vedettes rapides, exactement comme Victoria l'avait dit. Le plan était simple. Victoria créerait une diversion. Un feu dans la jungle, assez loin pour attirer l'attention, mais assez près pour sembler menaçant. Pendant que les gardes réagiraient, Lex et Isabella neutraliseraient ceux qui resteraient et prendraient un bateau. Simple, en théorie. Victoria disparut dans les ténèbres. Lex et Isabella attendirent, accroupis derrière un buisson de frangipaniers dont le parfum sucré semblait obscène dans ces circonstances. « Lex » murmura Isabella. « Oui. Quand on sera à Rarotonga, ne prends pas de risques inutiles pour moi. Concentre-toi sur Sterling, sur les fragments. On a déjà eu cette conversation, et on l'aura autant de fois qu'il le faudra. » Elle lui serra le bras. « Je suis sérieuse. La mission d'abord. » Avant qu'il puisse répondre, une lueur orangée s'éleva à l'ouest. Le feu de Victoria. Les gardes réagirent exactement comme prévu. Cris, ordres aboyés, 3 d'entre eux courant vers la source des flammes. « Maintenant » souffla Isabella. Ils bougèrent comme des ombres. Le garde resté à l'entrée n'eut pas le temps de crier. Isabella était sur lui, sa main sur sa bouche, son couteau contre sa gorge. « Pas un bruit » dit-elle en espagnol, puis en anglais quand elle vit son uniforme. « Combien à l'intérieur ?»« 2, balbutia l'homme. « Les clés du bateau ?»« Bureau du commandant. Premier étage. » Isabella le frappa à la tempe avec la crosse de son pistolet. Il s'effondra, inconscient. Lex était déjà à l'intérieur. Le bâtiment sentait le tabac froid et le café brûlé. Un couloir étroit menait à plusieurs portes. Des voix venaient de la droite, les 2 gardes restants probablement. Il fit signe à Isabella. Elle hocha la tête, contourna par la gauche. Lex compta jusqu'à 3, puis ouvrit la porte d'un coup de pied. Les 2 hommes étaient attablés devant une radio qui crachotait des parasites. Ils se levèrent d'un bond,
Mais Lex était plus rapide. Un coup de crosse sur le premier, un direct du gauche sur le second. Sterling lui avait appris la boxe à Oxford des années auparavant. Qui aurait cru que ça servirait un jour? Isabella apparut par l'autre porte, les clés à la main. Bureau du commandant était ouvert. Ils sont vraiment négligents. Ou ils ne s'attendaient pas à des visiteurs. Ils sortirent par l'arrière, longeant le mur jusqu'au quai. Les vedettes se balançaient doucement, leurs coques blanches luisant sous la lune. Isabella sauta dans la plus proche, vérifia le moteur. Il y a le plein de carburant. On peut y aller. Victoria les rejoignit en courant, légèrement essoufflée, mais souriante. Le feu se propage. Ils seront occupés pendant au moins 1 heure. Le moteur rugit. La vedette s'élança dans la nuit, laissant Aitutaki derrière eux. Rarotonga apparut au lever du soleil, et Lex comprit immédiatement pourquoi l'ordre l'avait choisi. L'île était dominée par un pic volcanique qui s'élevait comme une dent noire contre le ciel rosé. Mais ce n'était pas le volcan qui retenait l'attention. C'était ce qui avait été construit autour. Des structures inconcevables s'accrochaient au flanc de la montagne. Des bâtiments de cette pierre obsidienne qu'ils avaient déjà rencontrés, au Mexique, au Brésil, mêlés à des constructions modernes en béton et en acier. Des passerelles métalliques reliaient les différents niveaux. Des antennes et des pylônes électriques hérissaient le sommet. Comme si une civilisation antique et une base militaire du XXe siècle avaient fusionné en une seule entité cauchemardesque. « Mon Dieu » murmura Victoria. « Ils ont construit sur les ruines, dit Lex, fasciné malgré lui. Intégrer l'ancien et le nouveau. Regarde. » Isabella pointait vers la base de la montagne, là où la pierre rencontrait l'océan. Ces structures continuent sous l'eau. Elle avait raison. À travers l'eau cristalline, on distinguait des formes géométriques qui s'enfonçaient dans les profondeurs. Des colonnes, des arches, des dômes partiellement effondrés. Les vestiges d'une cité engloutie. Un avant-poste de mue, souffla Lex. Ils ont bâti leur quartier général sur les fondations mêmes de ce qu'ils cherchent à ressusciter. La vedette contourna l'île par le sud, évitant les patrouilles visibles. Victoria les guida vers une crique cachée, protégée par des falaises. Mon contact nous attend ici. Il s'appelle Henrik, ancien membre de l'ordre. Il a déserté quand il a compris ce qu'il préparait vraiment. Et tu lui fais confiance ? Je lui fais confiance pour détester l'ordre plus qu'il ne nous déteste nous. Henrik était un homme maigre d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés courts et aux yeux qui avaient vu trop de choses. Il les attendait dans une grotte naturelle, assis sur une caisse de munitions, fumant une cigarette qui semblait être sa 100e de la journée. « Vous êtes en retard, dit-il avec un accent scandinave prononcé. « On a eu des imprévus, répondit Victoria. « Des imprévus. » Il écrasa sa cigarette. « Toute cette opération est un imprévu. Vous savez combien il y a d'hommes sur cette île ? 300. 300 fanatiques prêts à mourir pour le grand maître. » « Mais on n'est pas là pour les affronter tous, dit Lex. On est là pour récupérer un prisonnier et empêcher quelque chose de terrible. » Henrik le dévisagea longuement, pour la première fois. « Vous êtes Cartwright, celui qui porte les artefacts ?» Lex sentit la sphère réagir dans son sac, une chaleur sourde contre son dos. « Comment vous savez ça ? Parce que tout le monde ici parle de vous ? Le porteur, qu'il vous appelle. Celui qui a été choisi par les fragments. » Henrik alluma une autre cigarette. « Ils vous attendent, vous savez. Le grand maître a donné l'ordre de vous capturer vivant. Les artefacts aussi, évidemment. Capturer, pas tuer ? Vous leur êtes plus utile vivant. Les fragments réagissent à vous d'une façon qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que vous êtes la clé. La clé de quoi ? Henrik hésita. Son regard se perdit vers la montagne, vers les structures aberrantes qui la recouvraient. De la porte, dit-il finalement. Ils veulent ouvrir la porte du recommencement. Et ils croient que vous pouvez les y aider. Un froid soudain parcourut Lex. S'il avait encore eu des doutes sur l'urgence de leur mission, il venait de s'évaporer. « Où est Sterling » demanda-t-il, recentrant la conversation. « Dans le complexe principal, niveau 3, secteur de détention. » Henrik sortit un plan grossièrement dessiné. Accès par l'ascenseur central ou par les escaliers de service. Mais les deux sont gardés. « Il y a une autre option, dit Victoria. La cérémonie. » Henrik la regarda, surpris. « Et comment vous êtes au courant pour la cérémonie ? Je sais beaucoup de choses.
Victoria se tourna vers Lex. Ce soir, à minuit, l'ordre organise un rituel, une sorte de messe. Tous les membres de haut rang seront présents, y compris le grand maître. Et eh bien, pendant ce temps, la sécurité sera concentrée autour du temple principal. Les autres secteurs seront moins surveillés. C'est là qu'on libère Sterling, comprit Isabella. Exactement. Mais pour accéder au complexe sans éveiller les soupçons, il faut participer à la cérémonie. Se déguiser en membre de l'ordre, dit Lex. Se mêler à la foule. C'est toi qui dois y aller. Les autres te reconnaîtraient. Mais toi, dans une robe de cérémonie, avec un masque... Victoria marqua une pause. Les initiés portent des masques pendant les rituels. Tradition ancienne. Henrik fouilla dans une caisse et en sortit un masque blanc, lisse, sans expression. Lex le prit. Il était froid au toucher, fait d'un matériau qu'il ne reconnaissait pas. Pas du plâtre, pas du bois, quelque chose d'autre. Pendant que je joue les cultistes, vous libérez Sterling. Henrik nous guidera. On entre, on sort, on se retrouve au point de rendez-vous. Victoria marqua un point sur la carte. Ici, une vieille jetée abandonnée sur la côte est. Le Santa Maria enverra un canot à 2 heures du matin. Et si ça tourne mal, j'ai un filet de sécurité. Victoria tapota l'émetteur radio à sa ceinture. Un signal codé part automatiquement vers le HMS Vigilant toutes les 12 heures. Si je ne le confirme pas, ils envoient une équipe d'extraction. Juste assez d'hommes pour nous sortir de là. Tu aurais pu mentionner ça plus tôt, dit Isabella, mi-agacée, mi-impressionnée. C'est le protocole. Moins de gens sont au courant, moins il y a de risques de fuite. Victoria rangea la carte. Maintenant, on révise le plan. Les heures qui suivirent furent consacrées aux préparatifs. Henrik leur fournit des robes noires, des armes supplémentaires et une quantité alarmante d'informations sur les habitudes de l'ordre. Le grand maître ne se montre que pendant les cérémonies, expliqua-t-il. Le reste du temps, il reste dans ses quartiers, au sommet de la montagne. Personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. Il porte toujours son masque. Personne ne l'a jamais vu, demanda Isabella, incrédule. Quelques-uns, les membres du cercle intérieur, mais ils ne parlent pas. Henrik baissa la voix. Il y a des rumeurs. Certains disent qu'il est vieux, très vieux, plus vieux qu'il ne devrait être possible. Un descendant de Mu ? Peut-être, ou autre chose. Henrik frissonna visiblement. Je l'ai vu une fois, de loin, pendant une cérémonie. Il a levé la main et j'ai senti... Je ne sais pas comment décrire ça. Un froid qui partait de l'intérieur, comme si mon âme avait été effleurée par une présence ancienne et terrible. Lex pensait aux gardiens qu'ils avaient rencontrés. Ces êtres mi-humains, mi-technologie de Mu, qui avaient survécu pendant des millénaires. Le grand maître pouvait-il être une créature similaire ? Le soir tomba lentement, peignant le ciel de nuances pourpres et orangées. Depuis leur cachette, ils observèrent l'île s'animer. Des torches s'allumèrent le long des chemins. Des silhouettes en robe noire convergèrent vers le temple principal. Une structure massive, taillée directement dans la montagne. « C'est l'heure, dit Victoria. » Lex enfila la robe. Elle était lourde, faite d'un tissu épais qui sentait l'encens et une odeur métallique. Le masque s'ajusta sur son visage avec une précision troublante. Isabella s'approcha de lui. « Fais attention à toi, dit-elle simplement. Pas de grandes déclarations, pas de promesses dramatiques. Juste ces 4 mots et la façon dont sa main serra brièvement la sienne. C'était suffisant. Il s'enfonça dans l'obscurité. Le chemin vers le temple était bordé de torches qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre. D'autres membres de l'ordre marchaient dans la même direction, silencieux, leurs robes bruissant sur le sol. Personne ne parlait, personne ne regardait les autres. Lex se fondit dans la foule, imitant leur démarche mesurée, leur posture rigide. Son cœur battait si fort qu'il était certain que tout le monde pouvait l'entendre. Mais personne ne lui prêtait attention. Le temple s'ouvrit devant lui comme une gueule béante. L'intérieur était immense, une caverne naturelle agrandie et sculptée. Des colonnes s'élevaient vers un plafond invisible, perdu dans l'obscurité. Des symboles familiers ornaient les murs, les mêmes spirales, les mêmes motifs géométriques qu'il avait vus en Égypte, au Mexique, au Brésil. Au centre, sur une estrade surélevée, se dressait un autel.
et sur cet autel, 3 objets brillaient d'une lumière froide. Les fragments de l'ordre, ceux d'Égypte, d'Indonésie, et celui qu'ils avaient découvert ici même, en Polynésie. Lex sentit la sphère et le cube réagir sous sa robe. Une vibration sourde, presque douloureuse, qui remontait le long de sa colonne vertébrale. Les fragments se reconnaissaient, s'appelaient. Les fidèles s'assemblèrent en cercle concentrique autour de l'autel. Lex se plaça au 3e rang, assez près pour voir, assez loin pour ne pas attirer l'attention. Autour de lui, des centaines de visages masqués fixaient l'estrade. Puis le silence tomba. Une silhouette apparut au sommet de l'autel, grande, vêtue d'une robe pourpre bordée d'or, portant un masque doré gravé de symboles anciens. Le grand maître. Sa voix s'éleva, amplifiée par une acoustique surnaturelle. « Mes frères, mes sœurs, héritiers de Mu. » La foule répondit d'une seule voix. « Nous sommes les gardiens de la porte. Pendant des millénaires, nous avons attendu. Nous avons préservé le savoir. Nous avons protégé les fragments. Pour que le monde renaisse. Et maintenant, le grand maître leva les bras. Le moment approche. Le 7e fragment a été localisé. Le porteur est venu à nous, comme les prophéties l'annonçaient. » La terreur s'empara de Lex. Il savait qu'il était là. « Dans 3 jours, à la prochaine lune noire, nous ouvrirons la porte du recommencement, et un nouveau monde émergera des cendres de l'ancien. » La foule rugit son approbation. Lex resta immobile, paralysé. La lune noire, bientôt. Le grand maître baissa les bras, et son masque doré sembla fixer directement l'endroit où se tenait Lex. « Bienvenue, porteur, » dit la voix amplifiée. « Nous t'attendions. » Et soudain, toutes les torches s'éteignirent. Chapitre 17. Le cœur de Mu. L'obscurité fut totale pendant 3 battements de cœur. 3 battements qui semblèrent durer une éternité. Puis les torches se rallumèrent. Pas toutes, juste celles qui entouraient l'autel, créant un cercle de lumière au milieu des ténèbres. Et dans ce cercle, le grand maître se tenait immobile, son masque doré brillant comme un soleil miniature. « Ne bougez pas, » ordonna la voix amplifiée. « Personne ne bouge. » Lex sentit son cœur marteler sa poitrine. Autour de lui, les fidèles obéissaient, figés comme des statues de sel. Mais il sentait leur regard à travers les masques. Ils savaient tous. « Cours !» lui hurlait son instinct. « Cours maintenant, pendant qu'il fait encore noir. » Mais ses jambes refusaient d'obéir. Et de toute façon, où irait-il ? Il était au cœur du temple, entouré de 300 fanatiques. Fuir était impensable. « Le porteur est parmi nous !» continua le grand maître. Sa voix était étrange, ni jeune ni vieille, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. Celui que les fragments ont choisi, celui qui peut ouvrir la porte. Un murmure parcourut l'assemblée. Lex resta immobile, priant pour que son masque suffise à le dissimuler. « Nous t'attendions, Alexander Cartwright. » Le son de son nom le frappa comme un coup. L'ordre connaissait exactement son identité, depuis le début, certainement. 2 gardes en robe pourpre s'avancèrent vers lui, écartant les fidèles sur leur passage. Lex pensa à se battre, réflexe de soldat, jamais vraiment éteint. Mais à quoi bon ? Il était seul, désarmé, cerné. Non, se corrigea-t-il, pas seul. Isabella et Victoria sont quelque part dans le complexe avec Henrik. Le plan continue. Ils libéreront Sterling pendant que je gagne du temps. Il laissa les gardes le saisir par les bras. Mieux valait gagner du temps que mourir stupidement. Ils le traînèrent vers l'autel, à travers la foule silencieuse. De près, les 3 fragments de l'ordre brillaient d'une lumière hypnotique. Une pyramide de cristal noir venue d'Égypte, un disque gravé de symboles rapportés d'Indonésie, et l'œil de pierre iridescente qu'ils avaient découvert ici même, dans les ruines polynésiennes. La sphère et le cube cachés sous sa robe réagirent à leur proximité. Une douleur sourde irradia dans sa poitrine, là où les artefacts reposaient contre sa peau. Le grand maître descendit de l'estrade. De près, il était plus grand que Lex ne l'avait imaginé. 2 mètres au moins, les épaules larges sous la robe pourpre. Ses mains, visibles sous les manches, étaient pâles, presque translucides, veinées de lignes sombres qui battaient au rythme des fragments. « Retire ton masque »
ordonna-t-il. Lex obéit, sentant l'air frais du temple sur son visage en sueur. « Alexander Cartwright » répéta le grand maître, et cette fois, Lex perçut une familiarité dans la voix, une reconnaissance. « Le protégé de Sterling, l'archéologue qui a trouvé la chambre d'Égypte. Tu as fait un long chemin. » Pas assez long, apparemment. Un rire, sec, sans joie, s'échappa du masque doré. L'humour britannique. Sterling t'a bien formé. Vous connaissez Sterling ? Je le connais mieux que tu ne le penses. Le grand maître fit un geste, et les gardes s'écartèrent. Viens, tu dois voir ceci. Ils descendirent par un escalier taillé dans la roche volcanique, laissant le temple et ses fidèles au-dessus d'eux. Les marches étaient anciennes, usées par des milliers de pas sur des milliers d'années, mais éclairées par des lampes électriques modernes, incongru mélange du passé et du présent. Lex comptait les marches par habitude. 100, 200, 300... Il s'enfonçait dans les entrailles de l'île, dans un monde que la surface avait oublié. « Tu te demandes pourquoi je ne t'ai pas simplement fait tuer, » dit le grand maître sans se retourner. « L'idée m'a traversé l'esprit, oui. Les fragments t'ont choisi. Je ne comprends pas encore pourquoi. Tu n'es pas un descendant de Mu, pas un gardien, et pas non plus un initié. Et pourtant, ils répondent à toi, comme ils n'ont répondu à personne depuis des millénaires. Peut-être qu'ils ont bon goût. » Le grand maître s'arrêta, se retourna. Derrière le masque, Lex sentit un regard l'évaluer. « Tu fais de l'humour pour masquer ta peur. C'est Sterling qui te l'a appris ? Ou c'est la guerre ? Les deux. La grande guerre. Tu as vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir. Et tu portes encore les cicatrices. » Lex ne répondit pas. Comment savait-il tout cela ? « Les fragments voient en toi, » expliqua le grand maître. « Ils voient ta culpabilité, ta peur, ton besoin de rédemption. C'est peut-être pour cela qu'ils t'ont choisi, parce que tu es brisé, et que ce qui est brisé reconnaît ses semblables. » Lex serra les dents. Il n'allait pas laisser cet homme, ce monstre, le psychanalyser. « Si vous avez fini de fouiller dans ma tête, j'aimerais voir Sterling. » Une pause, puis le grand maître reprit sa descente. « Bientôt. Mais d'abord, je veux te montrer pourquoi tout cela en vaut la peine. » La salle au-delà défiait toute description. C'était immense, une caverne naturelle agrandie par des mains humaines, ou peut-être non humaines. Les murs étaient couverts de machines défiant l'entendement, des engrenages de cristal, des tubes de métal inconnus, des écrans qui affichaient des symboles en perpétuel mouvement. Au centre, une structure pyramidale s'élevait vers le plafond invisible, irradiant une lumière bleutée. Et partout, des personnes, des dizaines de personnes, en robe grise, travaillant sur des machines, consultant des tablettes couvertes de notes, murmurant entre eux dans une langue que Lex ne reconnaissait pas. « Bienvenue dans le cœur de Mu, » dit le grand maître. Ou du moins ce qu'il en reste. Lex avança comme dans un rêve. Ses yeux d'archéologue enregistraient chaque détail. Les proportions irréelles, les matériaux inconnus, les technologies qui dépassaient tout ce que le monde moderne avait accompli. C'était réel, Mu était réel, et ces gens avaient préservé ses secrets pendant des millénaires. « Cette machine, dit-il, la voix rauque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle peut remodeler la Terre elle-même, provoquer des séismes, des éruptions, des tsunamis. C'est ainsi que nos ancêtres ont coulé Mu, volontairement, pour sceller la porte et emprisonner les dévoreurs. Et vous voulez la réactiver ? Je veux inverser ce qu'ils ont fait. Mu ne doit pas rester englouti. Notre civilisation ne doit pas rester oubliée. » La voix du grand maître vibrait de passion contenue. « Nous étions les maîtres du monde, Cartwright. Nous avions conquis la maladie, la mort, et nous avons tout sacrifié par peur. Par sagesse. Ils ont vu ce que les dévoreurs pouvaient faire. Ils ont choisi. Ils ont choisi la facilité. » Le grand maître fit volte-face, et pour la première fois, sa voix trahit une émotion brute. Ils auraient pu combattre, ils auraient pu trouver un autre moyen. Mais ils ont préféré mourir, des millions de personnes sacrifiées par des lâches. Nous ne sommes pas si différents, réalisa Lex, avec un malaise profond. Il porte ses morts comme je porte les miens. Et les dévoreurs ? Si vous ouvrez la porte, je ne vais pas l'ouvrir. Pas entièrement. Le grand maître s'approcha d'un panneau de contrôle.
Les 7 fragments ensemble ouvrent la porte. Mais 6 fragments correctement alignés peuvent canaliser l'énergie sans la libérer. Assez de puissance pour remodeler la Terre, pas assez pour libérer ce qui dort de l'autre côté. Vous êtes sûr de ça ? Non. Le grand maître se tourna vers lui. Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Pour mon peuple, pour Mu. Pour ton ego, pense Alex. Mais il ne dit rien. Ils continuèrent à travers le complexe, passant devant des salles remplies de merveilles inimaginables. Une bibliothèque contenant des milliers de tablettes gravées. Un jardin souterrain où poussaient des plantes bioluminescentes. Un observatoire dont le plafond montrait le ciel nocturne en temps réel, malgré les kilomètres de roches au-dessus d'eux. Sterling aurait donné son bras droit pour voir ça, pense Alex. Sterling, dit-il soudain. Où est-il ? Le grand maître s'arrêta devant une porte ordinaire. Métal moderne, serrure électronique, incongru dans cet environnement ancien. Il est là. Mais d'abord, il fit un geste et les gardes s'avancèrent. Les artefacts, donne-les-moi. Lex posa instinctivement une main sur sa poitrine. Non. Ce n'était pas une demande. Je m'en fiche. Lex recula d'un pas. Vous voulez que les fragments coopèrent ? Ils m'ont choisi. Tuez-moi et ils ne fonctionneront peut-être plus jamais. Le silence qui suivit était tendu, électrique. Les gardes avaient sorti des armes. Tu bluffes, dit finalement le grand maître. Peut-être. Vous voulez vraiment prendre le risque ? Un temps. Puis, à la surprise de Lex, le grand maître rit. Sterling avait raison. Tu es exactement comme il t'a décrit. Il fit signe aux gardes de reculer. Garde tes artefacts, pour l'instant. Il ouvrit la porte. La cellule était petite mais propre. Un lit, une table et une chaise. Des livres empilés dans un coin. Et assis sur le lit, vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que Lex l'avait vu, le professeur Aldrich Sterling. Lex, sa voix était faible, mais son regard restait vif. Mon garçon, tu es venu. Lex se précipita vers lui, tombant à genoux près du lit. Sterling était amaigri, pâle, des ecchymoses jaunissantes sur les bras et le visage, mais vivant. Professeur, je suis désolé, j'aurais dû venir plus tôt. Tu es là maintenant, c'est ce qui compte. Derrière eux, le grand maître observait la scène. Retrouvailles touchantes, mais nous avons des affaires à régler. Sterling leva les yeux vers le grand maître, et une expression passa sur son visage. Pas de la peur, mais de la résignation. « Tu ne lui as pas dit, murmura le vieil homme. « Non, pas encore. »« Dis quoi ?» Lex regardait de l'un à l'autre. « Professeur ?» Sterling ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « Je suis désolé, Lex. Tellement désolé. » Le grand maître porta les mains à son masque. Les attaches cliquetèrent. Le masque doré tomba. Et Lex se retrouva face à un visage qu'il connaissait. Un visage qu'il avait vu sur des photographies dans le bureau de Sterling pendant des années. Un visage plus jeune que prévu, comme si le temps l'avait épargné. « Non, souffla-t-il, c'est impossible. »« Rien n'est impossible, Lex. » Le visage sourit. Un sourire triste, presque mélancolique. « Tu peux m'appeler par mon vrai nom maintenant. Aldrich Sterling Jr., le fils que mon père croyait mort il y a 30 ans. » Lex se tourna vers Sterling. Le vieil homme pleurait silencieusement. « Mon fils, » confirma le professeur d'une voix brisée. « Mon fils, que j'ai cru perdu dans une expédition au Pacifique, en 1894. Mon fils qui a trouvé Mu et n'est jamais revenu. »« Qui n'a pas voulu revenir, » corrigea Aldrich Jr., « parce que j'avais trouvé quelque chose de plus grand que tout ce que le monde extérieur pouvait offrir. » La pièce tournait autour de Lex. Le fils de Sterling, le mentor qu'il avait cherché à sauver, et le monstre qu'il était venu combattre, lié par le sang. « Tout ce temps, murmura-t-il, vous saviez ?»« Je le soupçonnais, dit Sterling. Depuis que j'ai vu les symboles sur tes photographies, ils correspondaient aux notes qu'Aldrich m'avait envoyées avant de disparaître. Mais je ne voulais pas y croire. Que ton propre fils était devenu le chef d'un culte ? » Aldrich Jr. secoua la tête. « Je ne veux pas détruire le monde, père. Je veux le reconstruire, le libérer de la médiocrité, de l'ignorance. Mu était un paradis. Elle peut le redevenir. Mais au prix de combien de morts ?
Le nombre nécessaire. La voix d'Aldrich Jr. était calme, raisonnable, terrifiante. Les nations modernes se sont entretuées par millions pendant leur grande guerre. Pourquoi? Des lignes sur une carte? Nous pouvons faire mieux. Lex pensa aux tranchées, à la boue, au sang, à l'absurdité de tout cela. Une partie de lui, une partie qu'il détestait, comprenait. Mais une autre partie se souvenait d'autre chose, des lettres que les soldats écrivaient, des actes de bravoure absurdes, des moments de compassion au milieu de l'horreur. « Vous avez tort, dit-il. L'humanité n'est pas parfaite, mais elle n'est pas que sa pire nature non plus. » De jolis mots. Aldrich Jr. remit son masque. À la prochaine lune noire, tout changera. Il se dirigea vers la porte. Tu as jusqu'à la lune noire pour décider, Cartwright. Joins-toi à nous, ou regarde, impuissant. Il marqua une pause. Oh, et tes amis sont déjà entre nos mains. La Mexicaine et la journaliste. Elles seront bien traitées, tant que tu coopères. La porte se referma avec un claquement définitif. Lex resta immobile. Isabella, Victoria capturée, Sterling, le père du monstre, et la lune noire qui approchait. Il s'assit lourdement sur le sol. « Je suis tellement désolé, répéta Sterling. J'aurais dû te dire plus tard. » Les mots sortirent plus durement qu'il ne l'aurait voulu. « Pour l'instant, dites-moi comment on arrête votre fils. » Sterling essuya ses larmes. Une dureté nouvelle apparut dans son regard. « Il y a une chose qu'il ignore. Une vérité que j'ai découverte en étudiant leur tablette. La machine ne peut pas être contrôlée avec 6 fragments. Pas vraiment. Les anciens l'ont conçue pour 7. En utiliser 6, c'est comme allumer une bombe à retardement. Qu'est-ce qui se passera? Une résonance catastrophique. Une réaction en chaîne qui pourrait ouvrir la porte complètement. Pas juste l'entrouvrir, mais l'ouvrir en grand. Et il faut le prévenir. Il ne m'écoutera pas. Il est convaincu d'avoir raison. Alors il faut l'arrêter. Lex se leva. Isabella et Victoria sont quelque part dans ce complexe. Et les fragments m'ont choisi pour une raison. Il toucha la sphère à travers sa robe. Elle vibrait doucement, comme un cœur vivant. Sterling le regarda avec ce qui ressemblait à de la fierté. « Tu as changé, Lex. Tu n'es plus le jeune homme que j'ai recueilli. »« Non. Non, mais je suis toujours brisé. Mais maintenant, je sais quoi faire avec les morceaux. » Il s'approcha de la porte, posa sa main dessus. La sphère réagit, et il sentit une connexion, faible mais réelle, avec les autres fragments du complexe. Le temps leur était compté, ses amis capturés, une machine capable de détruire le monde, et un choix à faire. Cette fois, pensa-t-il, je ne choisis pas entre fuir et combattre. Je choisis de faire les deux. Chapitre 18. Trahison et alliance. Les 2 jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Lex. La cellule était devenue son univers. 4 murs de béton, une ampoule qui grésillait, et Sterling qui alternait entre sommeil agité et moments de lucidité où il griffonnait des symboles sur des bouts de papier récupérés dans ses poches. On les nourrissait 2 fois par jour. Riz, poisson, eau. Les gardes ne parlaient pas, ne répondaient à aucune question. Lex avait essayé de créer un lien avec l'un d'eux, un jeune homme aux yeux nerveux qui semblait mal à l'aise dans son rôle, mais sans succès. Ils sont endoctrinés depuis l'enfance, avait expliqué Sterling. Pour eux, nous sommes les ennemis de tout ce qui est sacré. Lex passait ses heures éveillées à 2 activités, planifier des évasions irréalistes et sentir les artefacts. Car il les sentait toujours. La sphère et le cube, qu'on lui avait finalement confisqués après une fouille plus approfondie le 2e jour, étaient quelque part dans le complexe. Il percevait leur présence comme une chaleur lointaine, un murmure à la limite de l'audible. Et parfois, quand il fermait les yeux et se concentrait vraiment, il captait des bribes, des images fragmentées, des émotions qui n'étaient pas les siennes. Les fragments l'appelaient, les 5 réunis. « C'est remarquable, dit Sterling en l'observant, cette connexion que tu as avec eux. En 30 ans d'études, je n'ai jamais rien lu de semblable. Ça ne nous aide pas beaucoup pour sortir d'ici. Au contraire, si tu peux les sentir, peut-être peux-tu les influencer. » Lex secoua la tête. « C'est pas comme ça que ça marche. Je reçois, je ne transmets pas. Tu en es certain ?» La question resta sans réponse. Le surlendemain, tout bascula.
Lex fut réveillé par des explosions. Pas de proche, quelque part en surface, à en juger par les vibrations sourdes qui faisaient trembler les murs. Puis des coups de feu, des cris. Sterling s'était redressé sur son lit, alerte malgré son état. Mais qu'est-ce que... La porte de la cellule s'ouvrit à la volée. Lex se mit en position de combat, prête à affronter des gardes. C'était Victoria. Elle était couverte de poussière et de sang, le sien à en juger par la façon dont elle tenait son bras gauche contre elle. Une entaille profonde barrait son front, et ses vêtements étaient déchirés en plusieurs endroits. Derrière elle, un seul soldat britannique montait la garde, visiblement épuisé. « Debout, dit-elle, la voix rauque. On n'a pas beaucoup de temps. »« Victoria ?» Lex n'arrivait pas à y croire. « Comment ? Tu étais prisonnière. » « J'avais envoyé un signal codé au HMS Vigilant avant même qu'on débarque sur l'île. Un protocole de sécurité. Si je ne confirmais pas notre statut toutes les 12 heures, une équipe d'extraction devait intervenir. » Elle grimaça en lui lançant un pistolet dans sa main valide. 12 hommes. C'est tout ce qu'ils ont pu envoyer discrètement. On en a perdu 8 pour arriver jusqu'ici. 8 sur les 12. L'ordre ne plaisante pas. Ils ont des fortifications, des mitrailleuses, et 300 fanatiques prêts à mourir pour leur cause. Elle aida Sterling à se lever. On a créé une diversion sur le flanc est, mais ça ne va pas durer. Professeur, vous pouvez marcher ? Oui, je marcherai s'il le faut. Ils sortirent dans le couloir. Le complexe souterrain, si silencieux et ordonné lors de la visite forcée de Lex, résonnait maintenant de coups de feu et de cris. Mais ce n'était pas le tumulte d'une armée qui envahit, c'était le bruit d'une poignée d'hommes qui tentent désespérément de survivre. « Par ici » dit Victoria en les guidant vers un escalier de service. « L'extraction est prévue sur la côte est, mais... » Une rafale de mitrailleuses éclata quelque part au-dessus d'eux. Le soldat britannique s'effondra sans un cri, une tache rouge s'élargissant sur sa poitrine. Victoria jura, poussa Lex et Sterling dans une alcôve. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir, une patrouille de l'ordre, au moins 6 hommes. « On est coincé » souffla Lex. « Pas encore. » Victoria sortit une grenade de sa ceinture. « Quand j'ouvre, vous courez. Ne vous retournez pas. » Victoria, elle découpilla et lança. L'explosion secoua les murs. Victoria bondit, tirant à l'aveugle dans la fumée. Lex saisit Sterling et courut. Ils gravirent les marches 4 à 4, les poumons en feu. Derrière eux, d'autres coups de feu. Victoria qui couvrait leur retraite, puis plus rien. « Victoria !» cria Lex. « Continue !» Sa voix, lointaine mais vivante. « Je vous rejoins !» Ils émergèrent à l'air libre. Le spectacle était apocalyptique, mais pas de la façon qu'il avait imaginée. Il n'y avait pas d'armée britannique victorieuse, pas de tirs d'artillerie depuis des destroyers. Juste des poches de combat isolées, de petits groupes de soldats britanniques, encerclés, tentant de tenir leur position contre des vagues de cultistes. L'ordre gagnait, clairement. Des bâtiments brûlaient, mais c'étaient les positions britanniques qui flambaient. Des corps en uniforme jonchaient le sol, beaucoup plus que de robes grises. La diversion de Victoria s'était transformée en massacre. Et au centre de tout cela, la montagne elle-même semblait vibrer. Une lueur bleutée pulsait depuis son sommet, visible même à travers la fumée et la confusion. « La machine » souffla Sterling. « Aldrich a dû l'activer quand l'attaque a commencé. Il préfère risquer la catastrophe plutôt que de voir l'ordre tomber. »« Mon Dieu » lâcha Lex. « On a échoué ?»« Non, non, pas encore. » Isabella surgit de derrière un mur effondré, Henrik sur ses talons. Elle était couverte de sang et tenait un fusil dont le canon fumait encore. Elle se jeta dans ses bras sans ralentir, le serrant si fort qu'il en eut le souffle coupé. « Tu es vivant » dit-elle contre son épaule. « Merde, tu es vivant. »« Toi aussi ?» Il l'écarta juste assez pour voir son visage. « Comment vous êtes-vous échappé ?»« Henrik. » Elle désigna le Scandinave qui surveillait leurs arrières, nerveux. Quand l'attaque a commencé, la moitié des gardes sont partis en renfort. On a réussi à neutraliser les autres. « Neutraliser ?»« Tuer » corrigea Henrik sans émotion. « 6 hommes. Isabella en a eu 4 à elle seule. » Victoria les rejoignit en boitant, un nouveau trou dans sa veste, mais toujours debout. « On a un problème, dit-elle. »« L'attaque a échoué, complète Alex. Je vois ça. »« Non, un autre problème. » Victoria pointa vers le port, au bas de la montagne. Le seul canot d'extraction qu'on avait. Il est parti. « Quoi ?»
Les survivants ont reçu l'ordre de se replier. L'amirauté a décidé de bombarder l'île depuis le large plutôt que de risquer plus d'hommes. Sa voix était amère. On est abandonné. Et le bombardement? Dans 30 minutes. Après, elle fit un geste vague vers l'horizon, où, quelque part dans l'obscurité, le HMS Vigilant attendait. Après, il rase tout. Avec ou sans nous. Sterling s'était appuyé contre un mur, épuisé par l'effort de leur fuite. 30 minutes, répéta-t-il. Ce n'est pas assez. Pas assez pour atteindre la machine et la désactiver. Alors on trouve un autre bateau et on fuit, dit Victoria. Non. Tout le monde se tourna vers Isabella. Non, répéta-t-elle. On ne part pas. Isa, écoute-moi. Elle prit Lex par les épaules, le forçant à la regarder. Cette machine, si elle s'active complètement, Sterling a dit que ça ouvrirait la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, Lex? Les dévoreurs. Des entités qui effacent l'existence, je sais, j'ai écouté. Ses yeux étaient durs, déterminés. Alors on ne fuit pas. On ne laisse pas ça arriver. Mais on va y rester, dit Victoria. Oui, peut-être, probablement. Isabella haussa les épaules. Mais si on fuit et que cette chose s'active, tout le monde y restera. Ma famille a donné sa vie pour protéger un secret de Mu. Je ne vais pas laisser leur sacrifice devenir inutile. Lex la regarda. Cette femme qui l'avait sauvée dans un bar de Veracruz, qui l'avait guidée dans la jungle, qui l'avait embrassée sur le pont d'un cargo rouillé. Cette femme qui avait toutes les raisons de fuir et qui choisissait de rester. D'accord, dit-il. Lex, commença Victoria. Non, elle a raison. Il vérifia son pistolet, s'assura qu'il était chargé. On ne peut pas partir, pas en sachant ce qui va se passer. C'est du suicide. Sans doute, mais c'est notre choix. Il se tourna vers Sterling. Professeur, vous savez où est la salle de contrôle? Le vieil homme hocha la tête. Niveau inférieur du cœur, là où Aldrich m'a montré la machine. Vous pouvez nous y guider? Oui, je peux essayer. Non! Victoria avait rangé ses armes. Son expression avait changé, de la résignation mêlée de respect. Sterling reste avec moi. Il est trop faible pour ce qui vous attend là-bas. Et quelqu'un doit coordonner avec la Navy pour retarder le bombardement. Tu peux faire ça? Je peux essayer. Elle sortit un émetteur radio de sa poche. Mais je garantis rien. Lex hocha la tête. Puis, à la surprise de tous, il la serra brièvement dans ses bras. Merci. Pour tout. Oh, ne me remercie pas encore. Elle recula, le visage fermé, mais les yeux humides. Tu me remercieras quand vous serez sortis vivants. La descente vers le cœur de Mu fut un cauchemar. Le complexe souterrain, déjà chaotique lors de leur évasion, était maintenant un véritable champ de bataille. Des membres de l'ordre s'étaient retranchés à chaque niveau, défendant l'accès à leurs machines sacrées avec le fanatisme de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Lex et Isabella progressaient mètre par mètre, utilisant chaque recoin, chaque ombre. Elle était dans son élément, la contrebandière qui avait survécu à des années de jungle et de violence. Lui se souvenait de choses qu'il aurait préféré oublier. Des réflexes de soldats, des tactiques de combat rapprochés, l'art de tuer efficacement. À gauche, murmura Isabella. De garde. Lex en neutralisa l'un d'une balle dans l'épaule. Elle s'occupa de l'autre avec son couteau, silencieusement, cliniquement. Tu es terrifiante, dit-il, alors qu'ils enjambaient les corps. Oh, tu me dis des choses romantiques? Malgré tout, il sourit. Ils atteignirent l'escalier principal qui menait au cœur. La lueur bleutée était plus intense ici, pulsant à travers les murs comme le battement d'un organe monstrueux. L'air lui-même semblait chargé d'électricité. « Tu sens ça » demanda Isabella. « Les fragments, ils sont proches, tous les 5. Et lui, le fils de Sterling, probablement avec eux. » Ils descendirent. La salle du cœur avait changé depuis la visite de Lex. Les techniciens en robe grise avaient disparu, remplacés par des gardes d'élite en armure légère. La pyramide centrale brillait maintenant d'une lumière aveuglante, des arcs d'énergie crépitant entre ses facettes. Et sur l'estrade de contrôle, silhouette sombre découpée contre la lueur, se tenait Aldrich Sterling Jr. Il n'était plus masqué. Son visage, ce visage qui ressemblait tant à celui de son père, mais tordu par des décennies de fanatisme, affichait une expression de triomphe extatique. « Alexander !» Sa voix résonna dans la caverne. « Tu es venu assister au recommencement. »
Les gardes avaient levé leurs armes, mais Aldrich leur fit signe d'attendre. « Laissez-le approcher, lui et sa compagne. Il mérite de voir ça. » Lex avança, Isabella à ses côtés. Chaque pas le rapprochait des fragments. Il pouvait les voir maintenant, disposés en cercle autour de la pyramide. La sphère, le cube, la pyramide noire, le disque, l'œil. 5 objets qui n'auraient jamais dû être réunis. « Il n'est pas trop tard, dit Lex. Votre père m'a expliqué. 5 fragments, ce n'est pas assez. La machine ne peut pas être contrôlée. » Mon père. Aldrich cracha le mot comme une insulte. Mon père qui a passé sa vie à étudier Mu sans jamais oser la chercher vraiment. Mon père qui préfère la poussière des bibliothèques à la gloire de nos ancêtres. Il essaie de vous sauver. Il essaie de m'arrêter, comme toujours. Aldrich se tourna vers la machine, ses mains dansant sur les contrôles. Mais c'est trop tard. L'activation est irréversible maintenant. Dans quelques minutes, la première vague d'énergie sera libérée. Elle frappera les côtes du Pacifique. Japon, Australie, Amérique. Des millions de morts, et ce ne sera que le début. Mais vous êtes fou. Je suis visionnaire. Il pivota, et Lex vit ses yeux. Des yeux qui brillaient de la même lueur bleutée que la machine. Tu ne comprends pas, Cartwright. Tu ne peux pas comprendre. J'ai passé 30 ans ici. J'ai appris des choses que personne d'autre ne sait. La technologie de Mu n'est pas que de la destruction. C'est de la transformation. Quand l'ancien monde sera balayé, un nouveau pourra émerger. Meilleur, plus pur. Dirigé par vous. Dirigé par ceux qui comprennent. Lex échangea un regard avec Isabella. Elle hocha imperceptiblement la tête. Elle avait repéré les positions des gardes, calculé les angles, préparé son attaque. « Et les dévoreurs ?» demanda Lex, gagnant du temps. « Qu'est-ce que vous en faites ? Votre père dit que vous ne pourrez pas les contrôler. » Pour la première fois, une ombre d'incertitude passa sur le visage d'Aldrich. « Mon père se trompe. Les calculs sont clairs. 5 fragments suffisent pour canaliser l'énergie sans... Et si c'était vous qui vous trompiez ? Non, je ne me trompe pas. Vous êtes prêt à parier l'existence même de notre dimension là-dessus ? La pause qui suivit fut brisée par un crépitement d'énergie. La pyramide centrale venait de franchir un nouveau seuil. Sa lumière était maintenant presque insupportable. « C'est fait, » souffla Aldrich. « Le processus ne peut plus être arrêté. » « Tout peut être arrêté. » Lex bougea. Il ne réfléchit pas. Son corps agit de lui-même, propulsé par des années d'entraînement et l'adrénaline pure du désespoir. Il plongea vers la console de contrôle, vers les fragments, vers n'importe quoi qui pourrait interrompre le processus. Isabella bougea au même instant, dans la direction opposée. 2 gardes tombèrent avant même d'avoir compris ce qui se passait. L'enfer se déchaîna. Lex atteignit la console et frappa. Poings, coudes, tout ce qui pouvait briser, arracher, détruire. Des étincelles jaillirent, des alarmes hurlèrent. Aldrich se jeta sur lui par derrière, le plaquant au sol. Ils roulèrent, échangeant des coups. Aldrich était plus grand, mais Lex avait la rage du désespoir et les réflexes d'un homme qui avait survécu aux tranchées. Un coup au visage, un autre, le goût du sang dans sa bouche. « Tu ne peux pas l'arrêter !» hurlait Aldrich. « Personne ne peut !» Lex tendit la main vers la sphère, son artefact, celui qu'il avait choisi au Mexique. Ses doigts effleurèrent la surface cristalline, et le monde explosa en lumière. Ce n'était pas une vision comme les autres. C'était tout. La chute de Mu, la peur des anciens face aux dévoreurs, le sacrifice de millions pour sceller la porte. Et au centre de cette histoire, les fragments, 7 morceaux d'une clé qui n'aurait jamais dû être forgée. « Nous avons fait une erreur, » murmuraient les échos du passé. « Nous avons voulu contrôler ce qui ne peut pas l'être. Maintenant, c'est à toi de choisir. » Lex comprit. Les fragments ne pouvaient pas être contrôlés. Pas avec 6, pas avec 7. La machine de Mu n'était pas un outil. C'était un piège, un dernier test laissé par les anciens pour ceux qui viendraient après. Si vous êtes assez sage pour détruire ce que nous avons créé, vous mériterez de survivre. Si vous êtes assez fou pour l'utiliser, vous mériterez ce qui viendra. Il rouvrit les yeux. Il était toujours au sol, Aldrich au-dessus de lui. Mais le fils de Sterling avait reculé, le visage déformé par la peur. La lumière de la pyramide avait changé. Elle n'était plus bleue, mais noire, une noirceur qui absorbait tout. «
Non, murmura Aldrich. Non, non, non. La porte s'ouvrait. Isabella, hurla Alex. On s'en va. Elle fut à ses côtés en un instant, le relevant. Les gardes survivants fuyaient, tout fanatisme oublié face à l'horreur qui se matérialisait au cœur de la pyramide. Et Aldrich. Aldrich restait immobile, hypnotisé par ce qu'il avait invoqué. « Il faut partir !» cria Isabella, alors que Lex ne bougeait pas. « Je sais. » Mais Lex hésitait. Cet homme était un monstre, un fanatique prêt à sacrifier des millions pour sa vision folle. Mais c'était aussi le fils de Sterling, et Sterling ne se remettrait jamais de sa mort. « Aldrich !» il tendit la main. « Venez avec nous !» Le grand maître tourna la tête. Ses yeux qui brillaient encore de la lueur des fragments, étaient vides. « J'ai tout détruit, murmura-t-il. J'ai tout détruit. Ce n'est pas fini, on peut encore... » La pyramide implosa. Une vague de force pure projeta Lex et Isabella en arrière. Quand il releva la tête, là où se tenait Sterling, il n'y avait plus rien. Un vide, une absence. Et au centre de cette absence, quelque chose regardait. « Cours !» hurla Isabella. Ils coururent. Chapitre 19. Dans les profondeurs. Ils coururent. Derrière eux, la salle du cœur s'effondrait sur elle-même, avalée par le vide qui s'était ouvert à la place de la pyramide. Le bruit était indescriptible. Pas vraiment un son, plutôt une absence de son. Un silence qui dévorait tout. Et dans ce silence, une présence bougeait. « Plus vite !» hurla Isabella. L'escalier, les couloirs, les niveaux qui défilaient dans un chaos de lumière d'urgence et d'alarme assourdissante. Des membres de l'ordre les dépassaient, fuyant aussi vite qu'eux, toute hostilité oubliée face à l'horreur qui montait des profondeurs. Ils émergèrent à l'air libre, juste au moment où la montagne elle-même sembla frémir. Victoria les attendait près d'un véhicule blindé, Sterling à ses côtés. « Qu'est-ce qui s'est passé » cria-t-elle. « Les instruments sont devenus fous. On a détecté... » « La porte !» haleta Alex. « Elle s'ouvre. Aldrich est mort. Et une chose est sortie. » Le visage de Victoria blêmit. « Et quoi ?» Comme en réponse, le sol trembla. Une fissure s'ouvrit sur le flanc de la montagne, et une lueur noire, cette même noirceur contre nature qu'ils avaient vue dans la salle du cœur, en suinta comme du sang d'une blessure. « On doit partir, » dit Sterling. Sa voix était étrangement calme. « Maintenant. »« Le bombardement ?» demanda Isabella. « Annulé, » répondit Victoria. « Quand les instruments ont détecté l'anomalie, j'ai convaincu le commandement d'attendre. Mais ça ne change rien. Il faut évacuer l'île. »« Non !» Tout le monde se tourna vers Lex. « Non, répéta-t-il. Évacuer ne suffira pas. Si cette chose, si les dévoreurs traversent complètement, rien ne les arrêtera. Pas de bombes, pas de navires, rien. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» La voix de Victoria était tendue, presque suppliante. Lex ferma les yeux. Les fragments, il les sentait toujours. Pas dans la montagne, ni dans les ruines du cœur. Ailleurs, plus bas, beaucoup plus bas. Les fragments ont survécu, dit-il. L'explosion les a dispersés, mais ils sont intacts. Et ils sont... Il pointa vers l'océan. Là-bas, dans les ruines sous-marines. L'ancienne capitale, murmura Sterling. Elle est directement sous l'île, engloutie depuis 15 000 ans. C'est de là que vient le pouvoir de la machine. C'est là que tout a commencé. Lex rouvrit les yeux. Et c'est là qu'on peut tout arrêter. Comment ? Je ne sais pas encore, mais les fragments m'ont montré une vision, dans la salle. Les anciens ont laissé un choix, un test. Si on est assez sage pour détruire ce qu'ils ont créé, on mérite de survivre, compléta Isabella. Et sinon ? Sinon, on mérite ce qui vient. Personne ne répondit. Un autre tremblement secoua le sol. La lueur noire s'étendait maintenant, rampant sur la montagne comme une marée vivante. « D'accord, » dit Victoria. « Et comment on descend ?» Henrik avait survécu. L'ancien membre de l'ordre les trouva près du port, où les derniers canaux d'évacuation embarquaient les blessés. Il était couvert de sang et de cendres, mais ses yeux étaient clairs. « J'ai entendu, » dit-il simplement. « La porte, Aldrich. »« Tu savais que ça pouvait arriver ?» demanda Alex. « Je le soupçonnais. C'est pour ça que j'ai déserté. » Il cracha par terre. Les vieux textes parlaient d'un risque. Aldrich refusait de les lire. «
On doit descendre dans les ruines sous-marines. Est-ce que tu connais un accès ?» Henrik hésita, puis il hocha la tête. Il y a des tunnels, sous le complexe principal, des galeries qui descendent jusqu'à l'ancienne cité. C'est comme ça que l'ordre a trouvé les fragments en premier lieu. » Il contempla la lueur noire qui continuait de s'étendre. « Mais avec ça, on n'a pas le choix. »« Non, je suppose que non. » Henrik sortit une lampe torche, vérifia son pistolet. « Alors allons-y, avant que je retrouve ma raison et que je décide de fuir comme tous les autres. » Victoria s'avança. « Je viens. »« Non. » Lex lui prit le bras. « Tu restes ici. Sterling a besoin de soins et quelqu'un doit coordonner l'évacuation. »« Lex, s'il nous arrive quelque chose, quoi que ce soit, le monde doit savoir ce qui s'est passé. Ce qu'est vraiment l'ordre. Ce qu'est Mu. » Il la regarda dans les yeux. « Tu es journaliste, Victoria. Raconte l'histoire. » Elle soutint son regard un long moment, puis elle hocha la tête. « Je te déteste. »« Je sais. Reviens vivant. » « J'essaierai. » Sterling s'approcha, s'appuyant lourdement sur une canne improvisée. « Alexander, » sa voix était rauque. « Mon fils. »« Je suis désolé, professeur. Il n'y avait rien à faire. »« Je sais. » Des larmes coulaient sur les joues du vieil homme, mais son regard était ferme. « Fais ce que tu dois faire. Arrête cette chose. Et si tu peux sauver quelque chose de ce que Mu était vraiment, de ce qu'elle aurait pu être, fais-le. Fais-le pour moi, pour tous ceux qui ont cru en ce rêve. » Lex serra sa main. « Je vous le promets. » Les tunnels étaient anciens, bien plus anciens que le complexe de l'ordre. Les murs n'étaient pas de la roche brute, mais une sorte de céramique noire, lisse comme du verre, gravée de symboles familiers. Des lumières s'allumaient sur leur passage, des cristaux incrustés dans les parois, réagissant sans doute à leur présence, ou aux fragments que Lex sentait quelque part devant eux. Henrik ouvrait la marche, sa lampe torche découpant un cône de lumière dans l'obscurité. Isabella suivait, silencieuse, ses armes prêtes. Lex fermait la marche, ses sens tendus vers les fragments. Ils étaient proches maintenant, tous les 5. Et autre chose aussi, une présence vaste et froide qui attendait. « C'est magnifique » murmura Isabella. Et elle avait raison. Malgré tout, le danger, l'urgence, la terreur qui rampait derrière eux, c'était magnifique. Les tunnels s'élargissaient en galeries, les galeries en cavernes, et les cavernes révélaient des fragments d'architecture qui coupaient le souffle. Des colonnes qui s'élevaient vers des plafonds invisibles, des arches sculptées avec une précision surhumaine, des fresques qui racontaient l'histoire d'un peuple disparu, leur grandeur, leur chute, leur sacrifice. 15 000 ans, dit Henrik. 15 000 ans et ça tient toujours debout. Ils construisaient pour l'éternité, dit Lex. Ou ils avaient peur que quelqu'un ait besoin de revenir un jour. La galerie déboucha soudain sur le vide. Ils s'arrêtèrent au bord d'une falaise souterraine. En contrebas, éclairée par une lueur bleutée qui semblait émaner de la pierre elle-même, s'étendait une cité. Des bâtiments, des rues, des places, des tours qui avaient dû s'élever vers le ciel et qui touchaient maintenant un plafond de roche. Et partout de l'eau, des canaux, des bassins, des cascades figées par le temps. L'ancienne capitale de Mu, engloutie, préservée, oubliée. « Mon Dieu » souffla Isabella. « Par là » dit Henrik en pointant un escalier taillé dans la falaise. « Le centre de la cité. C'est là que se trouve le temple principal. »« C'est là que sont les fragments » confirma Alex. Ils descendirent. La cité n'était pas tout à fait morte. Des choses bougeaient dans les ombres, des créatures marines qui avaient trouvé leur chemin dans les tunnels inondés et qui avaient évolué pendant des millénaires dans cet écosystème fermé. Des poissons luminescents, des crabes géants, des anguilles qui filaient entre les colonnes effondrées. Et des grenouilles. Lex les entendit avant de les voir. Ce coassement profond, guttural, qui résonnait dans les ruines comme un cœur macabre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Henrik. « Des grenouilles, dit Isabella avec un sourire en coin. De très très grosses grenouilles. » Elles émergèrent de l'eau quand le groupe traversa un pont partiellement effondré. Pas des grenouilles normales, des monstruosités de la taille de chiens, avec des yeux globuleux qui brillaient dans la pénombre et des gueules assez grandes pour avaler un bras. « Sainte Mère de Dieu » commença Henrik. Lex s'était figé. Ce n'était pas rationnel, il le savait. Il avait affronté des tueurs, des fanatiques, des entités venues d'au-delà de la réalité.
Et pourtant, face à ces créatures visqueuses et bondissantes, son corps refusait tout simplement de bouger. « Lex !» la voix d'Isabella, ferme mais douce. « Lex, regarde-moi !» Il ne pouvait pas. Les grenouilles se rapprochaient, leurs pattes palmées claquant sur la pierre humide. « Alexander Cartwright !» Cette fois, elle lui saisit le visage, le forçant à détourner les yeux des créatures. « Tu as survécu à beaucoup de choses. Tu vas survivre à quelques amphibiens obèses. »« Oui, mais il y en a beaucoup. Ça ne change rien. » Elle lui mit son pistolet entre les mains. « Maintenant, tu vas respirer, tu vas viser, et tu vas leur montrer qui commande. » Une grenouille bondit vers eux. Isabella pivota et l'accueillit en plein vol avec son couteau. La créature s'effondra avec un couinement pathétique. « Tu vois, elle saigne comme tout le monde. » Un déclic se fit en Lex. Une sorte de courage, ou un instinct plus primitif, plus sauvage, la rage. Il tira. La première grenouille explosa, la deuxième aussi. Henrik ouvrit le feu à son tour, et soudain ce n'était plus une confrontation terrifiante, mais un simple problème à résoudre. Bruyant, dégoûtant, mais gérable. Quand la dernière créature eut disparu dans le noir, Lex tremblait encore, mais il tenait debout. « Ça va » demanda Isabella. « Non. » Il essuya des éclaboussures visqueuses de son visage. « Mais je gère. C'est tout ce qu'on te demande. » Elle l'embrassa rapidement. Un contact bref, presque brutal, puis reprit sa marche vers le centre de la cité. Lex la suivit, enjambant les cadavres des grenouilles sans baisser les yeux. Le temple principal de Mu se dressait au cœur de la cité comme une montagne en miniature. C'était une pyramide, mais pas comme celle d'Égypte ou du Mexique. Plus complexe, plus élaborée, avec des terrasses et des jardins suspendus qui avaient dû être magnifiques avant que l'eau ne les envahisse. Des escaliers monumentaux montaient vers un sommet couronné de ce qui ressemblait à un observatoire. Et la lumière, cette clarté azurée qui les avait guidés depuis le début. Elle émanait du temple lui-même, pulsant doucement comme un cœur au repos. « Les fragments sont là-dedans, » dit Lex. « Et l'autre chose aussi ?» demanda Henrik. « Celle qui est sortie de la porte ?» Comme en réponse, un frisson parcourut la cité. Une sorte de tremblement de terre, une vibration plus subtile, plus mauvaise. L'air sembla s'épaissir. La lumière bleue vacilla. « Elle approche, » dit Lex. « Elle suit les fragments. Elle les veut. » Et pourquoi ? Parce que c'est ce qui l'a enfermé la première fois. Il comprenait maintenant, grâce aux visions. Les fragments sont la clé. Ils ont servi à construire la prison. Si elle les détruit, elle sera libre. Complètement. Définitivement. Isabella vérifia ses munitions. Alors on ferait mieux d'arriver là-haut avant elle. Ils gravirent les marches. L'intérieur du temple était une merveille de technologie ancienne. Des mécanismes de cristal et de métal tournaient silencieusement dans les murs. Des écrans affichaient des symboles en constante évolution. Et au centre de la salle principale, sur un autel de pierre blanche, reposaient les 5 fragments. Ils étaient différents maintenant. La sphère, le cube, la pyramide noire, le disque, l'œil, tous brillaient de la même lumière, interconnectés par des fils d'énergie visibles. « Ils se sont assemblés » murmura Henrik. « Ils essaient de réparer ce qu'Aldrich a brisé » dit Lex, « de refermer la porte. »« Et ça marche ?» Lex s'approcha de l'autel. La chaleur des fragments était presque insupportable maintenant, mais il tendit la main. Le contact fut électrique. « Tu es venu » murmurèrent les voix du passé. « Enfin !»« Je veux vous aider » pensa Lex. « Montrez-moi comment. » La porte ne peut pas être refermée, pas complètement, pas avec 5 seulement. Alors quoi ? Un sacrifice. Une âme liée aux fragments pour toujours. Un gardien pour maintenir la prison. Vous voulez que je sois ce sacrifice ? Nous ne voulons rien. Nous offrons un choix, comme nous l'avons toujours fait. Lex retira sa main. Ses yeux étaient humides. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» demanda Isabella. Avant qu'il puisse répondre, l'obscurité arriva. Elle ne passa pas par les portes ou les fenêtres. Elle suinta à travers les murs, à travers le sol, à travers l'air lui-même. Une noirceur vivante, affamée, qui dévorait la lumière et le son. Et au centre de cette noirceur, une entité regardait.
Ce n'était pas une créature au sens traditionnel. C'était étrange, une absence, un vide en forme d'intelligence, des yeux sans yeux, une fin sans bouche. Henrik ouvrit le feu. Les balles disparurent dans le noir sans effet. « Ça ne marche pas !» cria-t-il. « Rien ne marche !» dit Lex. « Ni les armes, ni la fuite. » La chose se rapprochait. Là où elle passait, la pierre elle-même s'effaçait, laissant un néant parfait. « Lex, dit Isabella, s'il y a un moyen, c'est maintenant. » La radio à la ceinture de Lex crépita. La voix de Victoria, déformée par les interférences. « Lex, tu m'entends ? Sterling a fait une découverte. » Il porta l'appareil à son oreille, le dévoreur se rapprochant à chaque seconde. « Victoria, dis-moi. » Sterling a étudié les tablettes pendant que vous étiez en bas. Il dit que les anciens ont laissé une autre option. Pas un gardien éternel, une fermeture définitive. La voix de Sterling prit le relais, faible mais urgente. « Alexander, écoute-moi. 7 fragments pour contrôler la porte complètement. Mais 5 peuvent la sceller. Pas la contrôler, la fermer, définitivement. Le prix est différent. Celui qui active le sceau perd sa connexion avec l'ancien monde. Plus de vision, plus de voix. Il redevient ordinaire. C'est tout ? C'est tout. Les anciens voulaient que seul quelqu'un prêt à renoncer au pouvoir puisse fermer la porte. C'est sans doute leur dernier test. La radio grésilla, puis la voix de Victoria reprit. Le bombardement commence dans 10 minutes. Quoi que tu fasses, fais-le vite. Lex regarda Isabella. Cette femme incroyable qu'il avait suivie jusqu'au bout du monde, jusqu'au fond de l'océan, jusqu'à la fin de tout. Il y a un moyen, dit-il, et personne n'a besoin de rester. Mais quoi ? Je perds ma connexion aux fragments. Plus de vision, plus de voix. Je redeviens un simple archéologue. Ça me paraît être une bonne idée. Elle plongea ses yeux dans les siens, brillants d'émotion. Alors fais-le maintenant. Le dévoreur était presque sur eux. Henrik avait cessé de tirer, reculant vers la sortie, les yeux écarquillés de terreur. « Henrik !» cria Isabella. « Sors d'ici ! Préviens Victoria qu'on arrive !» Le Scandinave hésita une seconde, puis hocha la tête et disparut dans les tunnels. Isabella se tourna vers Lex. « Je reste avec toi. »« Isa, ne discute pas !» Elle lui prit la main, la posa sur les fragments avec la sienne. « On fait ça ensemble, comme tout le reste maintenant. » Il la regarda, sa pilote, sa guide, sa partenaire dans tout ce qui comptait. « Ensemble, dit-il. » Et ils touchèrent les fragments. Chapitre 20. Le choix de Lex. Le monde devint lumière. Quand leurs mains touchèrent les fragments ensemble, 15 000 ans d'histoire se déversèrent en eux. Pas des visions cette fois, des souvenirs. La gloire de Mu à son apogée, les tours de cristal qui touchaient le ciel, les jardins suspendus, les bibliothèques infinies, les merveilles technologiques qui auraient fait passer le XXe siècle pour l'âge de pierre. Et puis la chute. Les dévoreurs n'étaient pas venus par hasard. Les anciens les avaient invoqués, dans leur arrogance, convaincus de pouvoir contrôler des forces au-delà de la compréhension humaine. Quand ils avaient réalisé leur erreur, il était presque trop tard. 7 fragments, murmuraient les voix, 7 morceaux d'une seule clé, forgés dans le sacrifice de millions d'âmes. Nous avons enfermé les dévoreurs derrière la porte. Nous avons coulé notre monde pour sceller la prison. Et nous avons attendu. Attendu que quelqu'un soit assez sage pour finir ce que nous avions commencé. Lex comprenait maintenant. Les fragments n'étaient pas une arme. Ils n'étaient pas un outil de pouvoir. C'était une question, posée à travers les millénaires. Que choisis-tu ? Le pouvoir ou la sagesse ? Dominer ou protéger ? Il rouvrit les yeux. Isabella était à côté de lui, sa main toujours sur les fragments avec la sienne. Le dévoreur n'était plus qu'à quelques mètres, sa noirceur mangeant la lumière autour d'eux. Sterling avait raison. 5 fragments pour sceller la porte définitivement. Mais le prix... Lex sentait déjà ce qui allait se passer. La connexion qu'il avait bâtie avec les fragments depuis le Mexique, cette chaleur familière, ce lien avec l'ancien monde. Tout cela allait disparaître. Il redeviendrait ordinaire, un simple archéologue avec des souvenirs extraordinaires, mais plus aucun pouvoir. Il se tourna vers Isabella.
Elle soutenait son regard, les yeux brillants mais déterminés. « Ensemble, dit-elle. »« Ensemble, confirma-t-il. » Il ferma les yeux et se concentra. Il pensa à tout ce qu'il allait perdre. Les visions de civilisation perdue, la sensation de toucher l'éternité. Tout cela disparut. Mais il pensa aussi à Isabella, à son sourire, à la promesse de la neige. C'est un prix que je peux payer. Il serra les fragments plus fort. La douleur fut immédiate et totale. L'énergie de Mu, 15 000 ans de puissance accumulée, se déversa en lui comme un torrent de feu. Ses os vibraient, ses dents claquaient. Chaque cellule de son corps hurlait. Et une part de lui s'arrachait, comme une dent qu'on extrait. La connexion qu'il avait avec les fragments, elle s'effaçait. Les murmures de l'ancien monde devenaient lointains, puis indistincts, et enfin silencieux. Mais il ne lâcha pas, et la main d'Isabella restait sur la sienne. Les fragments résistèrent un instant, puis cédèrent. L'énergie jaillit de lui en une onde de choc qui traversa le temple, la cité, l'île entière. Non destructrice, mais purificatrice. Là où elle passait, la noirceur du dévoreur reculait, se dissolvait, hurlait d'une voix qui n'était pas une voix. « Non, gronda la chose, nous sommes éternels. Nous ne pouvons pas. »« Vous pouvez, dit Lex. » Et il poussa encore, donnant tout ce qui restait. L'onde d'énergie atteignit le dévoreur de plein fouet. La créature, l'absence, sembla se figer. Puis elle commença à se contracter, aspirer vers un point unique, comme si l'univers lui-même la repoussait. La porte. Elle était toujours là, quelque part, entre les dimensions. Et elle ne se refermait pas. Elle se scellait, définitivement. Les 5 fragments sacrifiaient leur pouvoir pour créer un verrou que personne ne pourrait jamais rouvrir. Le dévoreur lutta. Il s'accrocha à la réalité avec une rage millénaire, refusant de retourner dans sa prison. Mais trop tard. La serrure se refermait, et cette fois, il n'y aurait pas de clé. Avec un dernier hurlement muet, le dévoreur disparut. La porte se scella, et Lex s'effondra, vide de tout ce qui l'avait rendu spécial. « Lex ? Lex, réveille-toi ! Lex ?» Des mains sur son visage, une voix familière, un parfum qu'il connaissait. Sueur, poudre et quelque chose de floral qu'elle n'admettrait jamais porter. Il ouvrit les yeux. Isabella était penchée sur lui, le visage strié de larmes et de poussière. Derrière elle, le temple de Mu était immobile. Les fragments gisaient sur le sol, simples morceaux de cristal et de métal, leur lumière éteinte pour toujours. Et en lui, le vide. Plus de voix, plus de vision, plus de connexion avec l'ancien monde. Il était redevenu ordinaire, un simple archéologue britannique avec des cicatrices et des souvenirs. Étrangement, ça ne faisait pas aussi mal qu'il l'avait craint. « Tu es vivant, dit Isabella. Une prière exaucée, pas une interrogation. » Apparemment, espèce d'idiot, elle le gifla, puis elle l'embrassa, puis elle le gifla encore. « Ne refais jamais ça. »« Faire quoi ? Sauver le monde ? » ?»« Presque mourir. C'est mon travail de presque mourir. Toi, tu es censé rester en arrière et avoir l'air intelligent. » Malgré tout, il rit. Un vrai rire, libérateur, qui fit trembler ses côtes douloureuses. « Je t'aime aussi, Isa. » Elle se figea. Les mots étaient sortis sans qu'il y pense. Naturel, évident, vrai. « Tu... » Elle cligna des yeux. « Tu n'es pas censé dire ça maintenant. On est dans une ruine qui s'effondre, couvert de sang et de bave de grenouille. Et... je t'aime. »« Mais arrête !»« Non. » Elle le regarda, longtemps, puis une tension se relâcha dans son expression. Une armure qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié son existence. « Moi aussi, dit-elle doucement. Idiote britannique. » C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Un grondement les interrompit. Le temple, toute la cité probablement, commençait à s'effondrer. Sans l'énergie des fragments pour la maintenir, la structure millénaire cédait enfin. « On doit partir, dit Henrik, surgissant de quelque part. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir Dieu et qui n'était pas sûr d'avoir aimé l'expérience. « Maintenant !» Isabella aida Lex à se lever. Ses jambes tremblaient, mais elle le portait. « Les fragments ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Mort, détruit, dormant. Je ne sais pas.
En tout cas, il ne brille plus. Lex contempla les 5 objets sur le sol. La sphère, le cube, la pyramide, le disque et l'œil. Tant de pouvoir, tant de destruction, tant de mort, pour des morceaux de cristal qui tenaient dans une main. « Laisse-les, dit-il. »« Mais Lex, laisse-les. Ils appartiennent à cet endroit, à ce tombeau. » Il prit sa main. « Nous, on appartient à autre chose, ailleurs. » Ils coururent. La remontée fut un cauchemar de tunnels qui s'effondraient, d'eau qui montait et de choix désespérés. 2 fois, Lex crut qu'ils étaient perdus. 2 fois, Henrik trouva un passage alternatif, comme si la cité elle-même les guidait vers la sortie. Quand ils émergèrent, enfin à l'air libre, l'aube pointait sur l'océan. L'île était méconnaissable, la montagne s'était affaissée sur elle-même, avalant le complexe de l'ordre et tout ce qu'il contenait. Des panaches de fumée s'élevaient encore des ruines, mais le ciel était clair. Non pas de noirceur, pas de dévoreurs, pas de fin du monde. Victoria les attendait sur la plage, à côté d'un canot pneumatique. Sterling était avec elle, allongé sur une civière improvisée, mais conscient. « Vous avez réussi, dit Victoria, un soulagement immense dans sa voix. « On a réussi, confirma Alex. Et les fragments ? Enterrés, pour toujours, j'espère. » Elle hocha la tête. Une émotion passa dans son regard. Du soulagement, peut-être, ou du regret pour le reportage du siècle qu'elle ne pourrait jamais publier. « Le gouvernement va vouloir des réponses, dit-elle. « Le gouvernement peut aller se faire voir, répondit Isabella. Victoria sourit. « C'est à peu près ce que je comptais leur dire. » 3 mois plus tard, Oxford, Angleterre. La pluie tombait sur les toits de la ville universitaire, comme elle le faisait depuis des siècles. Lex regardait par la fenêtre de son bureau, une tasse de thé tiède à la main, des piles de papier non corrigés sur son bureau. Il avait repris l'enseignement. C'était la condition pour que l'université ne pose pas trop de questions sur son absence prolongée et les rumeurs qui circulaient. Cours d'archéologie le mardi et le jeudi, heure de bureau le mercredi, et le reste du temps passé à éviter les regards curieux de ses collègues. Sterling se remettait lentement. La perte de son fils l'avait brisé d'une façon que la médecine ne pouvait pas réparer. Mais il tenait debout. Il avait commencé à écrire un livre, une version romancée de leurs aventures, assez différente de la réalité pour être publiable, mais assez vraie pour préserver l'essentiel. Victoria avait disparu dans les couloirs du pouvoir. Elle envoyait parfois des télégrammes cryptiques. « Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Brûle ce message après lecture. » Lex avait appris à ne pas poser de questions. Henrik avait refait sa vie quelque part en Scandinavie, ou en Amérique du Sud, ou nulle part. Certaines personnes préféraient rester des fantômes. Et Isabella... La porte du bureau s'ouvrit. « Tu comptes rester là toute la journée à contempler la pluie ?» Elle était appuyée contre le chambranle, les bras croisés, un sourire en coin. Elle portait une robe qui ne lui ressemblait pas du tout. Un compromis avec les conventions d'Oxford qu'elle détestait, mais acceptait. « Je réfléchissais, dit Lex. C'est dangereux, ça. » Elle entra, referma la porte derrière elle. « Et à quoi ?»« Au fait que dans 2 heures, j'ai un cours sur les civilisations précolombiennes, et que je vais devoir expliquer les pyramides mayas sans mentionner que j'ai vu des choses qui rendraient mes théories complètement obsolètes. » Pauvre chou. Elle s'assit sur le bord de son bureau, écartant les papiers sans cérémonie. « J'ai de quoi te remonter le moral. »« Ah oui ?» Elle sortit une enveloppe de sa poche. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. Juste un seau de cire rouge que Lex ne reconnaissait pas. « C'est arrivé ce matin, glissé sous la porte de notre appartement. » Il ouvrit l'enveloppe. Une seule feuille à l'intérieur, couverte d'une écriture élégante. « Cher monsieur Cartwright, vos exploits récents n'ont pas échappé à notre attention. Nous représentons une organisation qui, comme vous, s'intéresse aux mystères que l'histoire officielle préfère ignorer. Vous n'êtes pas sans savoir que l'abbaye de Glastonbury prétend abriter la tombe du roi Arthur. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'une découverte récente dans les Cornouailles suggère que la vraie sépulture se trouve ailleurs, et qu'elle contiendrait bien plus qu'un simple roi. Excalibur n'était pas qu'une épée, monsieur Cartwright. Si vous êtes intéressé, un billet de train pour Londres vous attendra à la gare d'Oxford, demain à 14 heures. Demandez monsieur Blackwood. Cordialement,
Un ami. Lex relut la lettre 2 fois, puis il la tendit à Isabella. « Le roi Arthur, dit-elle après avoir lu. Sérieusement ? Les légendes arthuriennes, Avalon, Excalibur, les chevaliers de la table ronde. Mais je croyais que c'était des contes pour enfants. Et moi, je croyais que Mu était un mythe. » Il haussa les épaules. « Et pourtant, on a vu ce qu'on a vu. » Les Cornouailles, elle fit la moue. C'est en Angleterre, ça. Plein de pluie et de moutons. Et de ruines celtiques, de cercles de pierre, de mystères vieux de 15 siècles. Elle reposa la lettre, le regarda. « Alors ? Alors quoi ? Tu vas y aller ?» Lex réfléchit. Il pensa à son bureau confortable, à ses cours prévisibles, à la vie tranquille qu'il avait construite. Puis il pensa aux ruines de Mu, aux fragments, à la lumière dans les yeux d'Isabella quand elle avait refusé de fuir. « La vraie question, dit-il, c'est « est-ce que toi, tu vas y aller ?» Elle sourit, ce sourire qu'il avait capturé dans un bar de Veracruz, qu'il avait sauvé dans les jungles du Yucatan, qu'il avait ramené à la vie dans les profondeurs de Mu. « Essaie de m'en empêcher, Lexi. » Il se leva, l'attira vers lui. Dehors, la pluie continuait de tomber sur Oxford, indifférente aux mystères et aux aventures. « Je t'ai déjà dit que je t'aimais aujourd'hui ? Seulement 3 fois. Tu te ramollis. »« Je t'aime. »« Je sais. » Elle l'embrassa. « Moi aussi. Maintenant, va annuler ton cours. On a un train à prendre. » Lex rit. Quelque part dans le monde, des mystères attendaient, des ruines anciennes, d'autres artefacts oubliés, et certaines vérités que l'histoire avait enfouies. Mais cette fois, il ne partirait pas seul.